À sa naissance en 1911, les parents d'Augustin Gariepi habitaient une petite ville francophone du nord de l'Alberta nommée Grouard. Ils s'y étaient installés d'une part pour rejoindre le frère de Florida, qui y pratiquait la médecine, et d'autre part pour suivre le rêve de la découverte de l'Ouest canadien et américain, qui avait vu tant de familles canadiennes-françaises quitter la vallée du Saint-Laurent entre 1770 et 1900. Les Gariepi tenaient à Grouard un magasin général et une boutique de forge. Joseph Omer avait aussi contribué à construire une partie de la ville pour accueillir les nouveaux arrivants. Chose rarissime, Florida, la mère d'Augustin, pour mieux connaître et mieux satisfaire les besoins des peuples autochtones qui habitaient la région du Petit Lac des Esclaves à l'époque, avait appris leur langue. Cette ouverture d'esprit qu'avait sa mère envers les Premières Nations allait marquer durablement le jeune Augustin. Et 50 ans plus tard, ceci jouera un rôle déterminant pour lui dans sa propre vie et pour sa descendance. Pour les Gariepi, le rêve de l'Ouest ne tint pas ses promesses. Et après avoir déménagé de Grouard vers Edmonton, c'est de là qu'en 1931, ils reprendront la route vers Saint-Lin au Québec, leur lieu d'origine. Augustin, n'ayant pas encore atteint l'âge de la majorité, dut quitter son emploi à la Arctic Boat and Canoes d'Edmonton et suivre à contre-cœur ses parents qui revenaient au Québec. Le crash boursier de 1929 allait laisser dans son sillage une décennie de morosité économique, suivie par les 6 années que dura la Deuxième Guerre mondiale. C'est donc en 1945 qu'Augustin Gariepi allait mettre à exécution son idée. C'est-à-dire qu'il allait gagner sa vie à fabriquer de ses mains de superbes canots de cèdre, comme il avait appris à le faire dans l'Ouest canadien. D'où le nom qu'il donna à ses ateliers, les canots Nord-Ouest. Mais dès le départ, Augustin a dû s'ajuster. Car Saint-Lin-des-Laurentides, en pleine région agricole, n'est pas l'endroit idéal pour rejoindre les amateurs de canots. C'est donc sur la route 117 à Prévost, anciennement le village de Lesage, qu'il établira à demeure son atelier et sa famille. Et 75 ans plus tard, les ateliers s'y trouvent toujours, à la même adresse, et sont toujours dirigés par les membres de la famille Gariepi, pour une 3e génération. Je vous invite donc à découvrir qui était cet intéressant personnage d'Augustin Gariepi, de voir ce qui explique la longévité de l'entreprise, et finalement découvrir toutes les étapes nécessaires à la réalisation de canots de cèdre faits à la main. Quand on travaillait pour mon père, c'était le fun. Je dirais que c'était le fun parce que il n'était pas si exigeant que ça au niveau d'être. Il n'était pas toujours sur notre dos en train de dire fais ci, fais ça, puis il faut que tu sois perds pas une minute de ton temps ou quoi que ce soit. Ça, c'était le fun. Mais par contre, il fallait faire notre travail. Je me souviens que mon père nous a déjà dit c'est pas grave si tu cours pas, mais tiens le temps. Alors, c'était un petit peu ça, la façon dont on travaillait pour mon père. Mais on a eu des bons moments. Je me souviens, à cette époque-là, des fous rires, là, on a eu, je ne sais pas combien de fois c'est arrivé. Là. C'était le fun. Oui, c'était bien. Il nous achalait jamais. Il nous montrait un peu, quand on montrait à faire, après ça, c'était fini. Démordez-vous. C'était pas un gars qui nous harcelait, puis nous guettait. Il watchait son affaire, mais il venait pas nous achaler tout le temps. Tu fais pas ça correct, c'est pas le même, il faut que tu fasses ça. Moi, j'ai plus appris il y avait un employé, un gars qui avait déjà travaillé dans un canot. Puis il connaissait ça, puis c'était plutôt lui qui était mon mentor que mon père. Oui, j'ai travaillé avec Augustin. C'était le fun. C'était un être qui était
calme, parlait pas pour rien. À le regarder, on apprenait. Là. Il n'y avait pas besoin de nous expliquer. Oui, mon grand-père Augustin, j'ai travaillé quelques étés, mais mon grand-père, c'était quelqu'un d'assez réservé. Puis, oui, il a dû être content que ses petits-enfants travaillent à la shop, mais il venait rarement me parler pour me montrer quoi que ce soit. C'était plus les employés puis, qui me montraient un peu la job. Puis, mais ouais, mon grand-père est décédé en 94, puis après ça, quand je suis rentré, moi, en 96, à temps plein, mais là, il était déjà décédé, puis le transfert entre mon grand-père puis les quatre frères, il avait déjà été fait. Il parlait pas beaucoup, Augustin. Les Gariepi, on n'est pas des verbomoteurs. Mon père, c'est une bonne personne. C'était une personne qui est de peu de mots, comme on dit, mais c'est une personne qui est très droite, très franche. C'était quelqu'un, moi, c'est drôle, hein? L'autre fois, je pensais à ça, puis là, on jase, puis c'était un gars un peu comme Maurice Richard, dans un sens. Pas parce qu'il est un sportif, rien de ça, c'est deux domaines complètement différents. Mais Maurice Richard, c'était un gars de peu de mots. C'est quelqu'un qui était passionné par ce qu'il faisait. C'était quelqu'un qui ne se laissait pas marcher ses pieds. Puis c'était quelqu'un qui, des fois, qui était colérique devant l'incompétence. Mais c'était en plein portrait de mon père. C'était le Maurice Richard des Canaux. Début 2000, 2001, il y a un gars qui arrive avec sa grosse Harley, les tatous. À l'époque, les tatous, c'était pas courant, là. Il débarque de sa moto. Il s'en vient voir, il dit, j'aimerais voir M. Gariepi. Et M. Gariepi, il en avait au pouce carré dans l'entreprise. Je dis, lequel? Il me dit, Augustin. Je dis, j'y ai décédé en 94. Il dit, ah! Il dit, j'ai rencontré cet homme-là. Je suis venu faire des travaux de plomberie. Puis on a parlé beaucoup. Il dit, ce gars-là, cet homme-là, il a changé ma vie. Il dit, c'est-tu possible d'aller à sa tombe, aller me recueillir? Écoute, les bras, les frissons. Il a changé la vie de quelqu'un. Juste à parler, puis c'était pas un bavard. Mon père, des fois, il arrivait quelqu'un à l'improviste, puis il disait j'ai besoin de travailler. Ça me prend une job, là, je me cherche une job, j'ai vraiment besoin de travailler, j'ai besoin d'argent. Puis il répondait OK, lundi matin à 8 heures, tu rentres. Fait que c'était pas plus compliqué que ça. Et, il ne demandait pas un CV long comme le bras. Et ce qu'il voulait, c'est que la personne veuille travailler. L'art de fabriquer des canaux de cèdre consiste à transformer ceux-ci en cela, en tirant le maximum de la matière première. Pour répondre aux exigences de la tâche, dans les ateliers des canaux nord-ouest, il faut maîtriser deux éléments essentiels, le feu et l'eau. Il est intéressant de constater que dans tout ce que l'on fabrique dans un atelier de canaux, il n'y a à peu près aucune ligne droite.
Ces grandes pièces de bois, parfaites et sans nœuds, constituent la colonne vertébrale du canot, celle sur lesquelles toutes les autres pièces seront ajustées. Et pour minimiser les pertes, elles sont refendues à la scie à ruban. C'est l'œil exercé de l'artisan et l'expérience qui permettent la sélection des meilleures planches. Le bois est rendu malléable dans les cylindres à vapeur, mais pour l'installer sur les moules, il faut faire vite. Depuis bientôt 8 décennies, les gestes que l'on pose dans les ateliers de canot nord-ouest sont les mêmes. Seuls les artisans changent. Et sur les varangues, on pose les bordages à franc-bord qui donnent son tonus à la structure. Rentré dans cette maison-là dans les années. Moi, j'avais 3 ans quand je suis arrivé ici. Fait que ça s'est bâti en 46, 47, ça à peu près. 48, là, dans ces âges-là. Puis il y avait une petite chaîne en arrière. J'avais des photos que j'ai emmenées l'autre fois. La petite chaîne imposée. Il y avait comme un hangar, puis une petite espace à côté. J'ai commencé là-dedans. On a commencé au début à 14 ans. Là. On commençait le samedi, on allait à l'école, mais le samedi, fin de semaine, on allait aider à mon père. Il faisait sabler les canots, puis la peinture un peu. C'est là qu'on a commencé
samedi dans le temps de l'école. Dans les vacances, l'été, après ça, on travaillait un peu plus. Ça a duré de même jusqu'à temps qu'on tombe, jusqu'à temps que je lâche l'école, puis que je commence à plein temps au canot. Je dis, ah ouais, là, quand j'ai lâché l'école, 17 ans peut-être, fin du secondaire, 17 ans, 17-18 ans. Fait que là, on avait commencé à plein temps, mais dans le temps, on n'avait pas d'ouvrage comme aujourd'hui. Fait que l'hiver, il nous slaquait. On se mettait sur le chômage. On allait travailler pour la ville de Prévost. Des travaux l'hiver, des coupages d'arbres, des affaires-là. Puis au printemps, ben là, on recommençait au canot. On a fait ça pendant une couple d'années, peut-être 5-6 ans. Après ça, ben, je me suis marié. Puis là, l'ouvrage montait plus, ça fait qu'on travaillait à plein temps, à la semaine longue. De 17 ans à prendre ma retraite, ça doit faire... j'ai pris ma retraite, ça fait 6 ans, 5-6 ans. Fait que, mettons, de 18 à 75. Fait un bon petit bout. Dans l'entreprise, j'ai commencé à travailler à l'âge de 12 ans, mais ça, c'était l'été, pendant les vacances d'été. C'était mon petit travail d'été. Mais à plein temps, à partir de 76 jusqu'à 2016, donc 40 ans. Là-dessus, j'ai peut-être une année que j'ai pris sabbatique pour voyager en Europe. Cette photo-là, c'est probablement l'un des tout premiers canots, sinon le premier canot que mon père a fait de sa propre création lorsqu'il était revenu au Québec, à Saint-Nain. La photo date de 1932. Alors, on le voit assis à l'arrière du canot, en train d'avironner, et puis à l'avant, c'est sa sœur, ma tante Florence, qui l'accompagnait pour l'excursion. Quand le bordage est terminé, on sort le canot du moule pour en fermer les extrémités. Dans les ateliers des Garriépy, ça fait longtemps qu'on a appris à reconnaître le talent là où il se trouve. Si bien que parfois, le meilleur homme pour faire le travail, c'est une femme. Les moules ne restent jamais longtemps inutilisés. Aussitôt qu'un moule se libère, on entreprend la construction d'un nouveau canot.
En Italie, par exemple, on retrouverait ces artisans dans des ateliers de gondoles. Au canot nord-ouest, même certains outils sont faits à la main, comme ces varlopes, fabriqués par Augustin il y a longtemps, à même des fers-angles, ou encore cette tête de hache courbée, pour tailler le joug de portage des canots. Il y avait tous les vieux catalogues là, qu'il y avait. Puis il y avait tous les plans là-dedans. Puis il était à bout de décortiquer les plans. Puis il faisait tous ces plans de moules. Après ça, on couvrait ça. C'était l'ouvrage faire un moule. C'était bien plus d'ouvrage faire un moule que faire un canot. Puis là, bon, on avait au moins une quinzaine de moules, 15 modèles. Après ça, il a commencé dans les années 60 peut-être à faire les freighters. C'est là qu'il a fait ses modèles freighters. Et là, c'est ça qui marche aujourd'hui. Les petits canots, on n'en fait plus. Bon, ben, faudrait voir. Un canot de cèdre aujourd'hui, 16 pieds, ça se vendrait, je ne sais pas comment. 2000 piastres. Dans le temps, on vendait ça, nous autres, 150 piastres. Je pense que les premiers canots qu'il a fait à Saint-Lin, avant d'arriver ici, après vous, je pense qu'ils vendaient ça à 40 piastres, puis ils donnaient 2 avirons avec. Aujourd'hui, un aviron, c'est 100 piastres. Ça se compare pas bien, bien. Ici, le travail consiste à enfouir soigneusement chaque tête de clou pour les protéger du ponçage. Et des clous comme ceux-ci, en bronze, avec leurs points de diamant et leur anneau de retenue, fabriqués spécialement pour les canots nord-ouest, il peut y en avoir jusqu'à 6000 dans un canot. Ben, si ça avait passé au complet, au feu, au complet, je pense que oui, ça aurait mis la compagnie à terre parce que tout y aurait passé. Nous autres, ça nous prend des formes, des moules. Puis faire un moule, mon père était bon là-dedans. Il avait appris ça dans l'Ouest. Fait que supposons que nos moules seraient tous brûlés. Juste faire un moule, ça prend, je ne sais pas comment de temps, mais une couple de mois. Faire les plans de ça. Puis tout le stock, on avait tous nos outils qui savent quasiment juste à faire des canots.
des bouilloires, tout réinstaller ça. Ça aurait pu se refaire, mais puis là, je ne sais pas les assurances, comment ça aurait fini. On était assurés, mais eux autres, s'ils doivent 100 000, ils vont essayer de t'en donner 40. Fait que ça avait été une autre affaire, que ça aurait pu être plus dramatique que ça l'a été. Autrement dit, on l'a échappé belle cette fois-là. Ça, j'ai lu ça dans le livre de l'histoire de canot Chestnut. Dans les années 60, il y avait 2 compagnies de canots dans le Grand Nord, qui étaient Chestnut et mon grand-père qui commençait à s'introduire dans le Grand Nord. Les Premières Nations voulaient avoir un canot plus gros, plus long, 24 pieds. Et puis Chestnut, ils ont fait l'erreur que mon grand-père n'a pas faite, c'est qu'ils ont juste allongé le 22 pieds. Mon grand-père, lui, a fait un moule de 24 pieds. Plus gros, plus long, plus fort. Et dommage pour Chestnut. La longévité de l'entreprise, c'est sûr que c'est le produit, la matière première. C'est le canot le canot en lui-même. Là. C'est une embarcation que tu peux faire du tonnage là-dedans, puis il flotte sur l'eau. Il n'y a pas d'embarcation qui égale ça. Là. Fait que c'est sûr, toutes les cris, les Inuits, puis tout ça, eux autres, à la minute qu'ils ont essayé ça, ils n'ont jamais voulu aller dans d'autres produits. Puis c'est quand tu pars avec un canot nord-ouest, d'habitude, tu restes avec les canots nord-ouest. On a travaillé les 4 frères là, ensemble. C'est là que, juste pour dire qu'on a toujours une bonne harmonie. Il n'y a jamais eu de chicane. Ça, je pense, c'est un des bons coups de l'entreprise. Parce que c'est pas toujours drôle de travailler à 4 frères, puis chacun, dans le fond, a son caractère. Mais nous autres, jamais il y a eu de la chicane, pour dire, entre les 4 frères. Fait que ça a été on peut mettre ça dans le bord des bons goûts. On ne s'occupait pas, nous autres, de savoir comment il nous restait d'argent. On travaillait pour avoir de l'ouvrage, pour faire vivre notre famille, puis pas fourrer le monde. Toujours être honnête avec le monde. On essayait jamais d'ambitionner sur quoi que ce soit quand on vendait quelque chose ou on réparait quelque chose. On était du monde honnête, je pense. Ça a été une bonne qualité qu'on avait.
Ceux qui ont déjà tendu des toiles à peindre sur des faux cadres vont sûrement apprécier le talent, la dextérité et le savoir-faire de ces artisans du canot qui tendent à la perfection des toiles de 250 pieds carrés sur des surfaces irrégulières. Mais l'exercice n'est pas sans risque, car une fausse manœuvre peut engendrer des pertes financières substantielles. Un déchirement de la toile, un bris du canot, pire encore, une blessure. C'est comme inné pour moi de travailler au canot. La pression, comme troisième génération, je te dirais, probablement, mais je la ressens pas. Ça se fait naturellement. On a une bonne clientèle aussi, là, comme les Premières Nations. Là, c'est un stress de moins, c'est une bonne clientèle. Ils ont toujours été satisfaits de nos embarcations. Historiquement, on le sait que souvent, c'est la première à bâti, la deuxième continue, puis la troisième à ferme. Puis moi puis mon cousin, on n'était vraiment pas intéressés à ça, c'est sûr. Puis je pense qu'on a fait des bonnes choses aussi pour continuer. Puis on avait eu... l'entreprise était sur une bonne base aussi. Fait qu'on a vraiment continué, puis amélioré quelques petits aspects ici et là qu'on pensait à nous autres. Puis ça fait depuis 2012 qu'on est en charge de l'entreprise. Puis écoute, c'est des bonnes années dans ces années-ci, là. Fait que...
Toujours que les employés soient à l'aise, puis qu'ils se sentent bien, puis que, tu sais, qu'ils aient le goût de travailler pour nous autres, puis que, tu sais, on fait des fois des sorties, on va voir des spectacles, on essaie de... Des dîners, là, on fait venir des fois des truck food, des food trucks à shop. Puis, tu sais, on essaie de créer un peu le lien d'appartenance là, pour que les employés restent. Puis c'est avec ça qu'on réussit un peu à se différencier des autres. Là. Mon grand-père se revoit peut-être dans sa tombe aussi des fois, là, mais c'est pas le même thinking à cette heure puis dans le temps. Là, mon grand-père, je pense pas qu'il a fait souvent des dîners d'employés. À l'époque d'Augustin, toutes les ferrures des canots étaient forgées à la main et façonnées sur cette enclume.
Ma mère, dans l'aventure des canaux Nord-Ouest, c'était un rôle très important qu'elle avait. C'était elle qui remplissait toute la paperasse. C'était comme un peu la secrétaire. Surtout les premières années, pas dans les dernières années de sa vie, parce qu'elle n'était plus en mesure d'occuper cet emploi-là. Puis c'était devenu de plus en plus exigeant avec l'informatique et tout ça. Mais au début, je me souviens quand j'étais enfant, quand j'étais jeune même, c'était elle qui faisait les payes, c'était elle qui payait les factures, qui passait les bons de commande, etc. Puis mon père, lui, c'était vraiment pas la paperasse son domaine, là, lui, c'était sur le chantier, dans l'atelier. Mais c'est ma mère qui tenait l'administration du commerce à bout de bras. J'étais plus quelqu'un plus intellectuel que manuel. Mais j'ai appris. J'ai appris. Une fois que je savais comment le faire, j'étais capable de faire le travail aussi bien que n'importe qui. Mais c'était pas inné. Mais j'étais capable de l'apprendre. Puis j'ai aimé ça, apprendre à fabriquer toutes ces étapes-là des canaux. J'ai trouvé ça très intéressant, puis enrichissant. Parce que j'ai toujours eu l'impression de faire quelque chose d'utile. Je savais que ce que je faisais, je voyais que ça allait servir à quelqu'un. Ben, dans l'entreprise, écoute, il n'y a jamais eu un président, que ce soit mon grand-père, mon père, peu importe, il n'y a jamais eu personne qui a eu les deux pieds sur le poêle. On a toujours été, des travaillants. Mon père travaillait 7 jours, mon grand-père travaillait 7 jours. Moi, j'ai travaillé 6 jours longtemps. Là, je suis tombé à 5 avec les enfants, c'est normal. Mais non, moi, j'aime ça aller livrer mes canaux. Puis même des fois, quand on va au port là-bas, ça a pris du temps qu'ils sachent que c'était moi le propriétaire. Puis quand que je rencontre des gens, ben, ils disent c'est le fun que ça soit le propriétaire qui livre les canaux, puis tout ça. Puis en même temps, moi, il faut que je fasse de quoi aussi. Là.
Non, j'aime ça, moi, livrer mes canaux. J'aime ça, travailler dans le shop aussi. Là. C'est sûr qu'il y a plus de gérance un peu. Là. On gère plus les employés, les distributeurs, plus ça. Mais après ça, on passe à la route. Puis avec les mains libres à cette heure, on peut travailler facilement dans le camion. Ça fait passer le trafic un peu aussi. C'est donc avec un an de retard, et entre deux vagues de pandémie, que la famille Gariepi a pu se réunir à l'extérieur des ateliers pour souligner les 75 ans de l'entreprise et se souvenir de ceux qui sont à l'origine de cette longue et intéressante aventure des canaux Nord-Ouest.